Votre Majesté, Vos Altesses, membres de la Fondation, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, c'est un très grand honneur que vous me faites en m'accordant ce prix, et un honneur d'autant plus grand que c'est un honneur espagnol. J'aimerais parler et lire l'espagnol. Malheureusement, je ne le parle pas et ne le lis pas. En revanche, je viens de jeter un coup d'œil à ma bibliothèque qui est classée par langue. C'est un classement qui en vaut un autre. Nous savons tous qu'aucun n'est vraiment satisfaisant. Ça peut être par ordre alphabétique, par genre, par siècle, par maison d'édition, par affinité, pourquoi pas. Par langue, ça ne marche pas trop mal. En tout cas, je me suis aperçu que dans le trio de tête en termes d'occupation d'étagère, l'espagnol arrive juste derrière l'anglais et avant le russe. M'approcher de ces rayonnages, c'est saluer quelques vieux amis. Un aïeul qui est plus jeune que tous les jeunes, c'est Cervantes. Deux oncles énigmatiques et malicieux, Borges et Bioy Casares. Cortázar, dont il se trouve que j'ai pendant 10 ans habité l'immeuble dans une rue du 10e arrondissement de Paris, autrefois populaire et aujourd'hui très gentrifié. Roberto Bolaño, le grand frère dont tout le monde rêve, aventureux et enchanteur comme devait l'être Robert Louis Stevenson. Et puis quelques compagnons de route plus ou moins de mon âge, Enrique Villamatas, Javier Cercas, Juan Gabriel Vasquez, une sorte de cousine, Rosa Montero. Je veux dire ma gratitude aux auteurs qui m'ont formé, mais aussi aux éditeurs qui m'ont publié. Si mes livres ont acquis peu à peu des lecteurs en Espagne, si je me retrouve ce soir devant vous, c'est pour beaucoup grâce au travail patient et fidèle d'Anagrama. D'Anagrama, c'est-à-dire de notre grand et cher Jorge Herralde, et qui dit Jorge Herralde dit aussi Lali Gubern, et qui dit Anagrama aujourd'hui dit aussi Silvia Cézé. C'est aussi grâce au subtil et fidèle travail de Jaime Zuleika, mon traducteur depuis des années. Quelqu'un manque cruellement ce soir, c'est Paul Otschakovsky-Laurence, mon ami et éditeur français pendant 35 ans, disparu il y a 3 ans et demi. Personne ne le remplacera, mais Emmeline London est là, qui est à la fois sa veuve, un peintre et une écrivaine merveilleuse, et ma meilleure amie. Notre maison d'édition, POL, continue, et continue bien, sous l'autorité de Frédéric Boyer et de Jean-Paul Hirsch, qui m'a fait l'amitié de venir avec son épouse Jacinthe, ainsi que François Samuelson, mon agent et ami depuis tant d'années. Je les remercie, et je remercie aussi Charline Bourgeois-Taquet d'être la femme qu'elle est, de réaliser les films qu'elle réalise et d'avoir consenti à partager ma vie. Voilà. Alors, j'avais écrit ce petit discours en pensant avoir, comme on dit, fait le job, et je l'ai envoyé à la Fondation Princesse des Asturies pour qu'il soit traduit à temps pour la cérémonie. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail de la Fondation qui était vraiment un chef-d'œuvre de délicatesse. On me disait que mon petit discours était merveilleux, absolument merveilleux, et ma liste de remerciements tout à fait légitime, tout à fait bienvenue dans une telle circonstance, mais que dans cette circonstance, justement, comment dire, on aurait pu attendre de moi quelque chose d'un peu plus, je cite en anglais, inspirational. Je ne sais pas quelle serait la traduction exacte de cet adjectif, inspirational, un peu plus inspirant, un peu plus inspiré, un peu les deux. Ce qui ressortait en tout cas de ce mail infiniment délicat, c'est que, pensant être dans la note, comme on respecte un dress code, j'avais écrit un discours convenu et même conventionnel. Un reproche qu'honnêtement, on ne m'a pas souvent fait. Alors, je ne voulais pas renoncer à mes remerciements, car les personnes que j'ai remerciées me sont très chères, infiniment chères, mais j'ai cherché pour les compléter quelque chose de plus inspirational, et je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps. Je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps, car je m'occupe en ce moment de quelque chose d'extrêmement et même tragiquement inspirational, dont j'aimerais vous dire quelques mots.
Le 8 septembre dernier s'est ouvert à Paris le procès des attentats qui ont été commis le 13 novembre 2015, à Paris aussi, sur des terrasses de café et dans la salle de concert du Bataclan. Ces attentats ont causé 131 morts. Vous autres, Espagnols, vous avez dû en pleurer encore plus le 11 mars 2004, 61 de plus si cette atroce comptabilité a un sens. Pour nous, ce sont les plus meurtriers jamais commis sur le sol français. Les tueurs ont été tués ou se sont eux-mêmes fait exploser. Les 14 racailles qui se retrouvent dans le box des accusés sont ce qu'on appelle en français des seconds couteaux, et cela invalide la comparaison qu'on entend souvent avec le procès de Nuremberg, où étaient jugés de très hauts dignitaires nazis. Mais le procès de Paris a en commun avec celui de Nuremberg son ambition historique, l'énormité de ses moyens et pour commencer sa durée, 9 mois. J'ai décidé de suivre ce procès intégralement, du début à la fin, tous les jours. Bien sûr, il ne se passe pas toujours quelque chose d'intéressant, mais on ne peut pas le savoir à l'avance. Quelquefois, des audiences que tout le monde prévoit passionnantes se révèlent parfaitement ennuyeuses, et passionnantes, en revanche, d'autres dont on n'attendait rien, comme des dépositions de médecins légistes ou d'experts en balistique. C'est une règle que connaissent tous les chroniqueurs judiciaires et qui ne souffre pratiquement pas d'exception. Il suffit qu'on ne soit pas là pour qu'il se passe quelque chose. C'est pourquoi, si grand que soit pour moi l'honneur d'être ce soir devant vous, Votre Majesté, Vos Altesses, chers amis, une partie de moi reste encore un peu dans ce tribunal. Un grand procès, tous ceux qui en ont suivi savent que c'est une des expériences les plus addictives qui soit. Celui-ci est d'une ambition démesurée. Il vise à déplier sous tous les angles, du point de vue de tous les acteurs, en remontant le plus loin possible dans la généalogie des événements, tout ce qui s'est déroulé pendant ces terribles heures-là. L'anatomie d'un instant, pour citer le livre du puissant roman de Javier Cercas. Il est aussi ce procès extraordinairement éprouvant. Jour après jour, nous pataugeons dans le sang, les blessures physiques et morales, les morts atroces et les vies fracassées. C'est un bain d'horreur dont on se demande parfois pourquoi on se l'inflige. On se l'inflige parce que ce n'est pas seulement un bain d'horreur, parce que ces témoignages qui se succèdent semaine après semaine, à raison d'une quinzaine par jour, sont souvent d'extraordinaires moments d'humanité. Ces survivants, blessés dans leur corps et leurs âmes, se tiennent debout. Ils nous parlent de très loin, de lieux de l'expérience humaine que la plupart d'entre nous ne connaissons pas. Léon Bloy écrivait « L'homme a dans son pauvre cœur des endroits qui n'existent pas encore, mais où la douleur entre pour qu'il soit. » Ce procès sert aussi à explorer cela, collectivement, ces endroits-là de nos cœurs. Au fil de ces témoignages, on découvre autre chose qui surprend. Les histoires de naufrages, de catastrophes, de sauve-qui-peut généralisées, révèlent en général le pire de l'humain. Lâcheté, chacun pour soi, cannibalisme. Ici, rien de tel. On ne peut pas imaginer que se soit construite une fiction collective de noblesse et de grandeur d'âme. Or, il n'est pratiquement rapporté que des traits de solidarité, d'entraide, des gestes souvent héroïques. Beaucoup se reprochent d'avoir marché sur d'autres en cherchant à fuir. Aucun sur qui on a marché ne le reproche aux autres. Chacun a cherché à protéger celui ou celle qu'il aimait, mais certains ont fait plus. Au risque de leur vie, ils ont protégé des inconnus. C'est un mystère qui rend par moments l'abominable infiniment exaltant. Je vais terminer ce discours, qui est maintenant devenu beaucoup trop long, par 2 autres citations. La première est de notre grande philosophe Simone Weil. « Le mal imaginaire, dit-elle, est romantique, romanesque, varié. Le mal réel est morne, désertique, ennuyeux. Le bien imaginaire est ennuyeux. Le bien réel est toujours nouveau, merveilleux, enivrant. Donc, la littérature d'imagination est ou ennuyeuse ou immorale ou un mélange des deux. Elle n'échappe à cette alternative qu'en passant à force d'art du côté de la réalité, ce que le génie seul peut faire. » La seconde citation est d'une rescapée du Bataclan. « Quelques mois après les attentats, dit-elle, mon père est mort
et juste avant de mourir, il m'a dit « Toi et moi, on console les autres des malheurs qui nous arrivent. J'aurais préféré, ajoute-t-elle, ne pas avoir à vous consoler. Merci Votre Majesté, merci Vos Altesses, merci mes chers amis, merci Charline. »